des scientifiques viennent peut-être de trouver des preuves d'une planète cachée dans notre propre système solaire, pas vers des étoiles lointaines, ni dans une autre galaxie. Juste ici, en orbite autour du Soleil. Depuis des années, les astronomes remarquent quelque chose d'étrange bien au-delà de Neptune. Des objets du système solaire externe se déplaçaient d'une manière qui n'avait pas vraiment de sens. Leurs orbites étaient tirées, inclinées et curieusement alignées, comme si quelque chose de massif les attirait. Aujourd'hui, de nouvelles études suggèrent qu'une grande planète invisible se cacherait dans l'obscurité. Un monde si lointain et si faible que les télescopes ont du mal à le détecter directement. Certains scientifiques l'appellent la planète 9. D'autres l'appellent encore la planète X. Et si elle existe, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'astronomie moderne. Pour comprendre d'où vient cette idée, nous devons regarder aux confins du système solaire. Au-delà de Neptune se trouve une vaste région remplie d'objets glacés connue sous le nom de ceinture de Kuiper. Cette zone contient des planètes naines comme Pluton, ainsi que des milliers de corps plus petits issus de la formation du système solaire. La plupart de ces objets suivent des orbites prévisibles autour du Soleil. Mais avec le temps, les astronomes ont remarqué que certains d'entre eux se comportaient très différemment. Plusieurs objets lointains avaient des orbites très allongées, qui pointaient toutes à peu près dans la même direction. Au lieu d'être répartis au hasard, leur trajectoire semblait regroupée, comme si quelque chose les guidait. C'était le premier indice. En 2016, des astronomes analysant ces orbites inhabituelles ont proposé une explication possible. Ils ont suggéré qu'une grande planète invisible pourrait influencer ces objets par la gravité. Selon leur modèle, ce monde caché pourrait être environ 5 à 10 fois plus massif que la Terre. Elle pourrait orbiter autour du Soleil à des centaines d'unités astronomiques, soit des centaines de fois plus loin du Soleil que la Terre. À cette distance, une orbite complète pourrait prendre entre 10 000 et 20 000 ans. Cela la rendrait incroyablement difficile à détecter. Même les grands télescopes ont du mal à voir des objets aussi faibles et lointains. La planète reflèterait très peu la lumière du Soleil et se déplacerait extrêmement lentement dans le ciel. Mais c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. À mesure que d'autres objets lointains ont été découverts, le schéma s'est confirmé. D'autres objets transneptuniens montrent un regroupement orbital similaire, renforçant l'idée que quelque chose de massif façonnerait leur mouvement. Des simulations informatiques ont montré qu'une planète ayant la masse et l'orbite prévue pourrait produire exactement ce genre d'effet. En d'autres termes, même si les astronomes n'ont pas vu directement la planète X, ils voient peut-être déjà son influence. Il y a une autre raison pour laquelle cette planète aurait pu rester cachée pendant si longtemps. Certains modèles suggèrent que son orbite pourrait être très inclinée par rapport au reste du système solaire. Au lieu d'orbiter sagement sur le même plan plat que les autres planètes, elle pourrait se déplacer selon un angle prononcé, passant le plus clair de son temps bien au-dessus ou au-dessous de la zone où les astronomes cherchent habituellement. Elle pourrait aussi se trouver actuellement dans une région du ciel difficile à observer, peut-être cachée derrière des champs d'étoiles denses ou simplement trop faible pour se distinguer. C'est pourquoi les scientifiques mènent des recherches ciblées à l'aide de puissants télescopes balayant de vastes sections du ciel depuis de nombreuses années. Jusqu'à présent, aucune image directe de la planète X n'a été confirmée, mais les preuves continuent de s'accumuler. Il existe également d'autres explications. Certains chercheurs soutiennent que les orbites étranges d'objets lointains pourraient être dues à un biais d'observation. Comme les astronomes ont tendance à fouiller certaines régions du ciel plus que d'autres, les données pourraient sembler regroupées, même si ce n'est pas le cas. D'autres suggèrent que l'influence gravitationnelle combinée de nombreux objets plus petits pourrait créer des schémas similaires. Il existe même une hypothèse selon laquelle une rencontre stellaire passée, lorsqu'une autre étoile est passée près de notre système solaire il y a des millions d'années, aurait pu perturber ses orbites. Mais aucune de ces explications ne rend pleinement compte de toutes les données observées. C'est pourquoi l'hypothèse de la planète X reste l'une des idées dominantes et les recherches s'accélèrent.
De nouveaux télescopes, dont des instruments de relevé de nouvelle génération, devraient scruter le ciel avec une sensibilité sans précédent. Ces relevés pourraient enfin permettre de détecter des objets de faible luminosité se déplaçant lentement dans le système solaire lointain. Si la planète X existe, les astronomes pensent qu'elle pourrait être découverte au cours de la prochaine décennie. Et si elle est découverte, cela transformerait notre compréhension de la formation du système solaire. Certaines théories suggèrent que cette planète se serait formée plus près du Soleil et aurait été repoussée vers l'extérieur par des interactions gravitationnelles avec Jupiter et Saturne au début de l'histoire du système solaire. D'autres idées proposent qu'il pourrait même s'agir d'un objet capturé provenant d'un autre système stellaire. Quoi qu'il en soit, elle représenterait une classe de planètes totalement nouvelle dans notre système solaire. À l'heure actuelle, le système solaire externe reste l'une des régions les moins explorées qui nous entourent. Nous avons cartographié la surface de Mars et envoyé des sondes au-delà de Pluton, mais de vastes zones de l'espace autour du Soleil sont encore largement méconnues. Et quelque part là-bas, bien au-delà de Neptune, un monde massif pourrait se déplacer lentement dans l'obscurité, à l'abri des regards. Si les scientifiques ont raison, la planète X a toujours été là. On savait simplement pas où regarder. T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes, non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine. Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais
Comment est-ce possible? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse. Place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense.
Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super-Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanète composé à moitié de roche et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile, à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océans. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter caché dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile, située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b, et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi? Tout d'abord, car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-Terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile mère fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, 3 planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de 3 planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b.
Dans moins d'1 million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile hôte. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5. Une atmosphère de baryum. Voici 2 planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le baryum. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le baryum est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de baryum. Ce serait absolument terrifiant. Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé. Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b. Une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante, c'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement, et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantômes cosmiques ? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur 3 exoplanètes lointaines. Il s'agit de la lumière zodiacale, une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que 3 d'entre elles, appelées Kepler 69c, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des super-terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool. Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique, tout empreint de mystère. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète naine brune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes.
Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ? Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux U8 Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle, vraiment ? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9, un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue.
Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. Qu'est-ce que la zone habitable? Dans ma chambre, c'est sans doute le seul coin encore épargné par les débris de nourriture et les jeux vidéo. Mais en astronomie, cette zone désigne une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Trop chaude, elle s'évapore. Trop froide, elle gèle. À l'image de la soupe de boucle d'or, cette zone est juste comme il faut pour que de l'eau liquide subsiste, condition essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Les 3 ours ne diront pas le contraire. La taille de cette zone dépend directement de la température de l'étoile qu'elle entoure.
Toutefois, elle ne garantit en rien la présence de vie. L'atmosphère d'une planète et la protection offerte par son champ magnétique y jouent également un rôle essentiel. Les scientifiques ont déjà identifié plus de 5000 planètes au-delà de notre système solaire, et seules 63 pourraient être propices à une forme de vie comparable à la nôtre. Une véritable loterie cosmique. La bonne nouvelle, c'est que ce principe s'étend aussi aux lunes. Si celles-ci gravitent dans une zone habitable, elles pourraient elles aussi abriter des conditions favorables à la vie. Ce serait un véritable jackpot, 2 oasis pour le prix d'une. Dans notre système solaire, la zone habitable s'étend approximativement entre 129 et 168 millions de kilomètres du Soleil. De toutes les planètes situées dans cette bande, seule la Terre a vu poindre la vie. Mais imaginons un instant que nous puissions rendre toutes les planètes habitables. Commençons par Mercure. Avant toute chose, il faudrait offrir à Mercure une profonde transformation, épaissir son atmosphère, lui fournir un champ magnétique, et l'arroser généreusement d'astéroïdes riches en eau. Bref, c'est l'heure de la terraformation. Étant la planète la plus proche du Soleil, Mercure ne manque certes pas de lumière. En vérité, elle aurait surtout besoin de se rafraîchir. Sa température atteint aujourd'hui les 430 degrés Celsius. Bien trop chaud, comme le ferait remarquer Papa Ours. C'est pourquoi il faudrait déplacer la planète vers une orbite plus clémente, environ 2 fois plus éloignée du Soleil. Grâce à la terraformation et à un climat désormais tempéré, l'eau finirait par apparaître. Et si nous souhaitons un environnement véritablement confortable, nous pourrions bâtir des habitats souterrains, ou bien en surface, à condition de les protéger efficacement contre la chaleur et les radiations. Avec un peu d'ingéniosité, tout est possible. Après tout, des gens vivent en Arizona, n'est-ce pas? Il ne manquerait plus que les terrains de golf. Abordons à présent Vénus, cette fameuse planète de l'amour, où les températures sont si extrêmes qu'elles suffisent à faire fondre le plomb, et où la pression atmosphérique est telle qu'elle pourrait vous broyer en quelques secondes. Charmant, n'est-ce pas? Vénus est considérée comme la planète sœur de la Terre, mais comme dans bien des fratries, nous n'avons presque rien en commun. Tâchons d'y remédier. Si nous introduisions de l'hydrogène sur Vénus, il réagirait avec le dioxyde de carbone pour produire de l'eau et du graphite. L'eau nous permettrait de générer de l'oxygène. Mais pour mener ce projet à bien, il nous faudrait amasser de l'hydrogène spatial, comme s'il y avait soudain des soldes à prix cassés. Ensuite, il nous resterait à bâtir des logements capables de résister aux rafales et aux pluies acides. Une formalité, n'est-ce pas? Heureusement, avec la planète suivante, les choses deviennent bien plus simples. Mars est souvent vu comme la candidate idéale pour abriter une vie extraterrestre. C'est un monde rocheux, à l'atmosphère ténue, mais dont la surface montre des traces d'eau, et même des signes potentiels de vie microbienne. Aux yeux des Martiens, c'est sans doute nous, les extraterrestres. Dans l'optique de terraformer Mars, la présence d'océans serait essentielle. Elle contribuerait à en épaissir l'atmosphère et à en réchauffer la surface. Il ne resterait plus qu'à provoquer une nouvelle pluie d'astéroïdes, ou bien à installer d'immenses miroirs pour réfléchir la lumière solaire et faire fondre les glaces. Tout simplement. Dès l'apparition d'étendues océaniques sur Mars, la planète amorcera lentement sa transformation en un monde verdoyant, comparable à notre Terre. Il ne restera plus qu'à y ériger des habitats artificiels, en veillant à leur offrir tous les attributs du confort domestique. Rendre les planètes telluriques habitables n'est pas si insurmontable, comparé aux géantes gazeuses. Jupiter, par exemple, est dépourvu de surface solide, rendant sa colonisation pratiquement irréalisable. Il nous faudrait redoubler d'inventivité. Pourquoi ne pas envisager des structures flottantes, suspendues dans les nuages, là où température et pression rappellent celles de la Terre? Il suffirait ensuite de les isoler des petits désagréments, tels que des vents dépassant 640 km/h et des éclairs à chaque minute. Mais si nous parvenions à ériger des habitations dans l'atmosphère jovienne, les panoramas qui s'offriraient à nous seraient d'une rare magnificence. Imaginez-vous éveillé chaque matin face à ces bandes colorées et à ces nuées en perpétuel mouvement, ou bien flânant dans l'épaisse atmosphère de cette géante gazeuse. Effrayant sans doute, mais spectaculaire. Prenez garde à ce balcon. Nous pourrions aussi recourir à des technologies avancées afin de rendre l'atmosphère de Jupiter respirable. Un système qui transformerait ces gaz pour libérer de l'oxygène. Cela relève aujourd'hui de la science-fiction, mais quelle idée fascinante. Abordons maintenant Saturne, autre géante gazeuse dénuée de surface solide, apte à accueillir la vie. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Comme pour Jupiter, nous pourrions concevoir des habitats flottants dans les couches supérieures de son atmosphère. Une vie suspendue dans un nuage de luxe, bien que le loyer soit stratosphérique.
On pourrait également envisager de recouvrir la planète d'un vaste bouclier, semblable à un parapluie spatial, car dans l'espace, ce ne sont pas les gouttes d'eau qui tombent, mais les rayons cosmiques. Cette barrière servirait à nous préserver des radiations et des vents solaires, rendant le climat saturnien plus clément. Rappelons-nous notre récente évocation des lunes. Titan, satellite de Saturne, possède une atmosphère épaisse ainsi que, probablement, un océan souterrain. Quant à Encelade, il dissimule lui aussi une mer sous sa croûte. Ces deux astres représentent des candidats idéaux pour une implantation humaine, bien plus accessible que Saturne. Uranus est une géante de glace, composée de fluides denses et froids tels que le méthane, l'ammoniac et l'eau. Sa température de surface avoisinant les -214 degrés témoigne d'un froid extrême. Dès lors, comment pourrions-nous rendre cet environnement habitable? L'une des solutions consisterait à générer un effet de serre contrôlé. Ce phénomène naturel permet, sur Terre, de stabiliser les températures, lorsque ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Quand la lumière solaire traverse l'atmosphère, une fraction est retenue par les gaz dits à effet de serre, formant une enveloppe thermique autour de la planète. Cela fonctionne, tant que nous ne le perturbons pas. Pour réchauffer une géante glacée telle qu'Uranus, il conviendrait d'amplifier cet effet. Nous pourrions, par exemple, enrichir son atmosphère en gaz appropriés, ou concevoir un vaste réseau de miroirs destiné à capter la chaleur solaire. Mais une telle entreprise exigerait une logistique titanesque, sans parler de la précision requise pour en ajuster l'orientation. Il serait sans doute plus raisonnable de s'intéresser aux lunes d'Uranus. Leur surface rocheuse, voire la présence d'océans internes, pourrait en faire des havres propices à la vie, et les panoramas qu'elles offrent sont tout simplement sublimes. Passons maintenant à Neptune, dernière étape de notre périple, une autre géante de glace, dont l'année dure 165 révolutions terrestres. Façonnez d'abord une atmosphère. Celle de Neptune est essentiellement constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Pas vraiment idéal. Il nous faudrait y apporter des végétaux ou d'importantes quantités d'oxygène afin de la rendre un tant soit peu respirable. Mais comment ajouter de l'eau à une géante gazeuse? Il faudrait peut-être exploiter la glace présente sur ces lunes, ou bien envisager le transport de vastes quantités d'eau depuis la Terre. Imaginez un groupe de vaisseaux tractant d'immenses réservoirs en direction de Neptune. Et une fois la planète dotée d'une atmosphère respirable et d'eau liquide, il nous faudrait y édifier des habitats. Sans doute une nouvelle cité flottante, car on n'en a jamais trop. Imaginons que, par un miracle, toutes les planètes soient devenues habitables. Que se passerait-il? Cela relancerait sans doute l'exploration et la colonisation spatiale. Des habitations apparaîtraient un peu partout. On pourrait migrer de Mercure à Neptune simplement pour vivre dans un climat plus frais. Davantage de planètes habitables offriraient aux scientifiques l'occasion d'en apprendre davantage sur la Terre. Cela conduirait à de nombreuses découvertes. Et le commerce interplanétaire pourrait commencer. Extraction massive de ressources sur les planètes, les lunes et les astéroïdes. De quoi ravir certains milliardaires. Naturellement, tout ne serait pas idyllique. De telles entreprises provoqueraient inévitablement des rivalités liées aux ressources ou au territoire. Imaginez devoir arbitrer des tensions entre Martiens et habitants de Jupiter. Au-delà des plaisanteries, envisager un système solaire intégralement habitable demeure fascinant. Toutefois, une terraformation d'une telle ampleur est hors de portée, pour l'instant. Mais qui sait? Bien des choses jugées autrefois impossibles sont devenues réalité. Alors, continuons de rêver, tout en prenant soin de la planète que nous avons déjà. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère.
Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes, forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années. Il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale. Ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue.
et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison. Imagine que tu aies un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau. Et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi, lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète. Mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits, et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions.
Donc si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane.
Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions.